franceinter.com. Le scandale est souvent pire que le péché. Marguerite de Valois. « 2000 ans d'histoire. Juste avant de mourir, le 27 mars 1615, à l'âge de 62 ans, elle avait demandé à un évêque de lui administrer les derniers sacrements. Sur une table, à côté d'elle, l'évêque avait fait placer un crucifix en or, un vase d'eau bénite et l'huile sainte avec laquelle il lui administra l'extrême onction. Que par cette onction, Marguerite de France, duchesse de Valois, fille et sœur de roi, lui dit-il, Dieu vous pardonne tous les péchés que vous avez commis. C'est ainsi qu'avec son chapelet entre les mains, est morte très chrétiennement une reine dont l'histoire n'a retenu que la vie scandaleuse et le nombre incalculable de ses amants, depuis le premier d'entre eux qui avait provoqué la colère de sa mère Catherine de Médicis et de son frère, le roi de France, Charles IX. Margot est une traînée! Ce n'est pas ainsi que l'on parle de sa sœur. Vous êtes le roi! Certes en titre. Dans les faits, c'est vous qui avez le pouvoir royal. Je parle de ta sœur Margot. Cette maudite putain s'est permis de coucher avec Guise! Je hais ce Guise! Moi aussi. Sur ce point, nous sommes d'accord. Que raconte le roi, mon frère, sur moi? La vérité... Comment oses-tu coucher avec Guise? Tu sais bien qu'il convoite la couronne! Donne-lui donc la fessée. Nous préparons ton mariage avec Henri de Navarre. Je veux restaurer la paix dans mon pays. Et cette union en est le prix. Jamais! C'est un huguenot, mère. Je vois cette union comme un gage d'apaisement. Une réconciliation entre nos deux religions. Il faudra me tuer d'abord. Hortense Dufour, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un excellent téléfilm qui passe en ce moment sur France 3 avec cette scène absolument incroyable que l'on retrouve aussi dans la biographie de la reine Margot que vous venez d'écrire chez Flammarion. Margot, la reine rebelle. C'est peut-être au fond, ça c'est le titre de votre livre, c'est peut-être au fond aussi ce qui distingue cette reine de toutes celles qui l'ont précédée ou qui lui ont succédé en France. Et bien entendu, c'est une fille de France, la fille de Henri II et de Catherine de Médicis, avec une fratrie assez hostile et surtout assez incestueuse. Et voilà que Marguerite, dans cette scène, à l'âge de 16 ans, ose avoir un amant. Or, la virginité, surtout d'une fille de France, c'est monnayée au marché du mariage. Et si jamais ces choses se savent, et si elle a ce que Catherine appelait l'enflure du ventre, c'est une mise à mort. Donc elle est effectivement rouée de coups. Il y a des espions partout au Louvre, vous imaginez. Même si de Guise sait la rejoindre d'une manière discrète, rien n'est discret. Tout se sait. Et la rebelle, c'est d'avoir osé vivre l'amour avec son corps, l'amour passionnément et hors toute loi. Elle suit une seule loi, la sienne, parce que Marguerite de Valois, au charmant sobriquet Reine Margot. Mais oui, elle est peut-être rebelle, mais elle n'est pas Margot avant que Dumas lui donne ce nom, oui. 220 ans après sa mort. En 1845, le sobriquet... On l'appelle la Reine Margot. Oui. Un de ses frères, surtout le futur Henri III, qui, comme elle l'a dit elle-même, a mis au montoir dès l'âge de 14 ans, disait Margot, grosse Margot. Mais cette scène d'une très grande violence, elle l'a vécue plusieurs fois. Elle a été rouée de coups par Charles IX et sa mère, mais elle a été également, on le verra ou on en parlera, rouée de coups, extrêmement maltraitée par l'autre frère. Marguerite est sans arrêt dans la maltraitance parce qu'elle est un pion, elle est un jouet, elle est un pion sur l'échiquier politique de sa famille. Or, la rebelle, elle se vit tellement reine, elle est tellement prise dans une royauté innée, elle est tellement volontaire, intelligente et beaucoup plus intéressante qu'on l'imagine, qu'elle ne veut pas être sans arrêt ce jouet-là entre les enjeux.
Elle veut faire quelque chose de sa vie, ne serait-ce que pour impressionner et éblouir la terrible régente, sa mère, qui aime tellement ses fils, surtout son fils Henri, qu'elle n'aime pas sa fille. Il faut rappeler brièvement sa généalogie, vous l'avez fait un petit peu, Hortense Dufour à l'instant. Donc, elle est née en 1553, oui. C'est la fille du roi Henri II et de Catherine de Médicis, c'est la sœur des 3 rois qui vont succéder à Henri II, puisque oui. Ce sont ses frères, c'est François II qui est mort très jeune, Charles IX, Henri III également, et justement avec lesquels, dites-vous, elle a eu des relations incestueuses. En tout cas, c'est ce que dit la légende, notamment avec le futur Henri III. La nurserie royale était à Amboise. Les enfants naissaient, à Saint-Germain-en-Laye, ce fut son cas, à Fontainebleau ou les autres, et immédiatement après la naissance, on emmenait, parce que l'air en Touraine était soi-disant meilleur qu'à Paris, on les emmenait à Amboise. Alors à Amboise, les jeux sont turbulents. Et Marguerite, les 2 sœurs sont plus âgées, les autres, il y a eu 10 enfants, c'est la 7e Marguerite, donc sont déjà mariées, éloignées de la cour, très jeunes. Et Marguerite est avec ses frères déchaînés, des frères au bord de la maladie mentale, des grands malades, tuberculose et autres, des sexualités ambiguës. Et ils s'amusent beaucoup avec elle, mais au sens de jeu extrêmement poussé et désagréable pour une enfant de 7, 8, 9, 10, 11 ans. Donc, il y a surtout Henri III. Et elle est dans le fasciné avec ce frère-là. Elle n'a pas du tout le sens des interdits, du bien ou du mal. Pour elle, il y a un seul et même élan. Et comme elle vit en vase très fermé, si je puis dire, avec cette engeance-là, eh bien, il se passe des... oui, effectivement, on trousse ses jupons d'une manière un peu trop leste. Et Madame Catherine feint de ne rien voir. Même si tout se sait par Madame de Curton, par la maison des enfants. Alors, donc, elle est un jouet, une espèce d'enjeu aussi oui. Vis-à-vis de toute sa famille, dont sa mère, parce qu'elle ne devient reine qu'en épousant le roi de Navarre, le futur Henri IV, dans les bras duquel sa mère, la mère de Margot, Catherine de Médicis, le pousse pour des raisons strictement politiques. Hein. C'est pas un mariage d'amour. D'ailleurs, elle ne le souhaite pas elle-même, Margot. Il n'y a pas de mariage d'amour. Il n'y en a qu'un qui fera un mariage d'amour. C'est Henri III. Catherine l'aime tellement qu'elle le laissera faire. Il épousera Louise de Vaudémont, qui est d'une petite maison. Mais Marguerite est de plus une fille. Elle ne décide rien. Et Madame Catherine, l'idée n'était d'ailleurs pas aberrante. Comme on est également dans la division d'une guerre civile atroce, une guerre de religion, la pire qui soit, qui dure 36 ans, entre protestants et catholiques, il y a plein de colloques qui n'aboutissent à rien. Madame Catherine est régente, puisque veuve, et finalement avec beaucoup d'intelligence, mais elle a des enfants à demi tarés, sauf Marguerite. Et elle a pensé que d'unir le prince de Béarn, qui devient roi de Navarre, puisque sa mère est morte pendant les négociations des fiançailles, c'était aussi symboliquement une façon d'unir ces deux ennemis de mort qui sont sur un même tronc commun, chrétiens. Or, des chrétiens qui s'entretuent, quand on s'entretue dans la même religion, il n'y a pas pire férocité. Et Marguerite est au milieu de ce bain de sang. Elle est couverte peut-être d'atours, mais également elle assiste du début de sa vie à la fin. D'abord, ça se passe. Il y a le mariage. Ça se passe d'abord à part un mariage, par ce mariage qui est célébré le 18 août 1572 à Paris. Non pas à Notre-Dame, mais devant le parvis, puisque le marié est encore protestant. C'est un mauvais jour pour toi, je sais. Mais regarde, ils sont là. Mes catholiques, mes protestants, réunis tous ensemble dans la maison de Dieu. C'est un symbole, ce mariage. Ça va tout arranger. Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois? J'accepte. Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre? Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme.
Et c'était le mariage de Marguerite de Valois, donc la reine Margot, avec le futur Henri IV, qui est encore simplement roi de Navarre. Alors lui, il dit oui, hein, et puis elle ne dit rien. Il paraît que c'est vrai, ça c'est un extrait du film de Géraud, mais il paraît que c'est vrai et que c'est son frère qui lui aurait mis la tête, Charles IX. Charles IX, pour lui imposer ce mariage. On est un lundi, un 18 août 1572, et 3 jours avant, elle a encore été rouée de coups, mais ils ont évité de la frapper au visage, sa mère et Charles IX, parce qu'elle hait ce fiancé, ce mariage-là. C'est quelque chose de physique, d'inné. Elle a horreur de ce qu'elle appelle la hugoterie, les huguenots. Elle les aime pas. Elle n'aime pas les protestants, et surtout, là, elle a manqué de finesse. Elle a mésestimé le prince de Navarre, le roi de Navarre, exactement. Elle a mésestimé dans ce petit homme aux yeux gais et froids, au nez croche, à la bouche riante, elle a mésestimé l'immense intelligence, alors que Madame Catherine avait pressenti qu'il fallait compter avec lui. Alors, ce qui se passe, c'est que ces noces, c'est quelque chose dit de rien. terrible. Oui, elle ne peut pas répondre. Surtout, ces noces étaient faites pour réconcilier protestants et catholiques. 6 jours plus tard, c'est la Saint-Barthélemy, c'est le massacre des protestants, et notamment de tous ceux qui étaient venus assister à ce mariage. Et là, eh bien, elle est aux premières loges, la reine Margot. Elle voit tout. Elle voit tout, mais on ne lui a rien dit. Ouais. De tout ceci, écrit-elle dans ses mémoires, qui sont écrites d'une manière d'ailleurs extraordinaire, de tout ceci, on ne me disait rien. C'est-à-dire qu'elle a assisté à la Saint-Barthélemy derrière les vitres, enfermée au Louvre. Alors, et prié et défendu son mari et sauvant des protestants. Oui, oui. Alors, elle qui n'aimait pas les protestants. Oui, elle n'aime pas les protestants, mais c'est pas du tout une femme sanguinaire. Marguerite, c'est une humaniste, c'est une fille de la Renaissance. Elle est prise, comme je vous le disais, dans cet enjeu. Mais elle s'aperçoit, d'abord sa mère lui dit retournez chez votre époux. Retournez chez votre époux, c'est-à-dire qu'elle la laisse aller dans les corridors du Louvre qui sont déjà, il faut accélérer un peu les choses, mais qui sont déjà jonchés de cadavres parce que l'assassinat de Coligny, l'entretuerie est déjà commencé. C'est la semaine, une des pires que vivra la France. Et alors, dans la chambre conjugale, il y a le Béarnais, ses amis et Marguerite. Ils sont là, ils sont 40. Et puis alors, c'est le début pour elle d'un parcours extrêmement compliqué. Elle complote ensuite contre ses frères. Elle soutient toujours son mari. Elle le trompe quand même, parce que les amants se succèdent. Il y a le comte de La Mole, d'ailleurs, qui sera tué parce qu'il complote contre le roi. Il y a Bussy d'Amboise. Et elle vit en fait, en réalité, séparée très vite de son mari, Henri IV, auprès duquel pourtant elle se trouve prisonnière, en quelque sorte, à Paris. Ce sont des bons camarades et lui sert de secrétaire. Henri IV s'enfuit finalement de Paris, rejoint et le Béarn et la religion protestante, alors qu'on l'a obligé effectivement à abjurer, mais il redevient protestant et elle le rejoint donc à Nérac en 1578, dans sa capitale, dans le Béarn. Nérac où elle devient vraiment reine avec une cour extraordinaire. Vous rappelez quand même, Hortense Dufour, que indépendamment de ses aventures galantes, c'est une femme de culture, c'est une femme qui a une cour qui prétend même rivaliser avec celle de Paris.